Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Bon, je pense à dire que oui, le leadership, c'est des founders. Après, l'enjeu, c'est de bâtir un collectif autour des premiers employés, de les embarquer dans l'aventure. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Guillaume, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh bien, ça va bien, ça va bien. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Très, très content de t'avoir parce que, écoute, Spendesk est déjà passé chez Yaniro. Hein. On a eu l'occasion de faire une petite focale sur vos pratiques de remote il y a quelques temps dans notre livre blanc sur le management en distanciel. Là, c'est l'occasion de t'avoir, d'avoir les bonnes pratiques de Spendesk à un autre endroit de l'entreprise, mais également sur un autre format, parce que là, on n'est pas sur un article, on va être sur un épisode du podcast. Du coup, peut-être sans plus attendre, Guillaume, je vais te laisser à la fois nous présenter ce que tu fais chez Spendesk, et puis présenter Spendesk à l'heure où on se parle, c'est-à-dire novembre 2021, comment on raconte Spendesk. Écoute, très clair, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume, je travaille chez Spendesk depuis 3 ans maintenant. Avant ça, j'ai fait du conseil en stratégie chez Roland Berger. J'ai rejoint Spendesk quand l'équipe était petite, juste après la série A. On était une vingtaine de personnes, donc beaucoup de besoins d'organisation de la boîte. Je suis pas arrivé en tant que chief of staff, je suis arrivé vraiment en tant que consultant déjà pendant 6 mois. J'avais fait un secondment de Roland Berger, c'est-à-dire que je suis parti en congé sans solde de chez Roland Berger pendant 6 mois. Et j'ai rejoint Spendesk officiellement, on va dire, au bout de 6 mois en tant que chief of staff quand l'équipe commençait à grossir. Et Rodolphe, le CEO, m'a proposé de rester. À Spendesk, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On est un logiciel SaaS à destination des équipes financières. Ce qu'on permet, c'est bien d'équiper les collaborateurs d'une société de moyens de paiement. On leur permet d'être en autonomie pour la gestion de leur budget et des dépenses quand ils doivent en faire, tout en permettant à la finance d'avoir le contrôle, une bonne visibilité sur tout ce qui se passe dans la boîte, ce qui est en fait l'objectif numéro 1 de l'équipe financière. Donc voilà. Nous, on est un outil qui permet de simplifier la gestion des dépenses en entreprise. Aujourd'hui, c'est toujours le même outil depuis 3 ans. Hein, et la seule particularité par rapport à il y a 3 ans, c'est que notre plateforme est beaucoup plus complète, un produit plus robuste et aujourd'hui, on est présent de façon beaucoup plus significative en France, au UK et en Allemagne. Et c'est combien de personnes Spendesk à l'heure où on se parle ? Aujourd'hui, Spendesk, c'est 350 personnes, localisées entre Paris, Berlin, Londres, mais aussi des personnes en remote. Je pense qu'on a à peu près 20% de la boîte est en remote. Et je pose la question parce que je suis sûr que certains de nos auditeurs, auditrices se la posent aussi. Pour resituer, j'allais dire, le cadre des échanges, Chief of Staff, ça correspond à quoi exactement en termes de rôle et responsabilité par rapport aux autres C-level, par exemple ? Ouais. Alors, déjà, ce qui est important de dire, c'est que je ne suis pas un C-level en tant que tel par rapport à d'autres. Le rôle de Chief of Staff, c'est vraiment en directeur de cabinet du CEO, directeur adjoint. C'est de l'extra bande passante pour le CEO. Moi, mon rôle, c'est un soutien à Rodolphe dans son rôle de CEO dans la boîte. Dans des boîtes beaucoup plus grosses, il y a des Chief of Staff aussi, d'un Chief Product Officer, d'un Chief People Officer, d'un CRO. La notion de Chief of Staff, c'est vraiment se définir comme être la voix de la personne que l'on supporte, pouvoir être un extra bande passante pour cette personne. Donc moi, aujourd'hui, mon rôle en tant que Chief of Staff, c'est accompagner Rodolphe dans ses prios et me partager les prios de Rodolphe. Donc elles ont beaucoup évolué en 3 ans, avec des majeurs, des mineurs, évidemment, mais c'est vraiment comme ça que je le définis.
Ouais, c'est super intéressant et ça va être évidemment lié, à l'épisode qu'on va aborder. Mais j'aime beaucoup cette notion déjà de directeur de cabinet qui est une manière de présenter, les choses qui permet de bien comprendre et la notion, d'extra bande passante parce que, ce que ça veut dire in extenso, et c'est une manière intéressante de le voir en termes de rôle et responsabilité, c'est que quelque part, tu as les mêmes, j'allais dire, périmètre de rôle et responsabilité que le CEO, sans en être un toi-même. Enfin, c'est une manière d'étendre, entre guillemets, les capacités de la personne qui joue le rôle de CEO à l'heure actuelle, à savoir Rodolphe. Et alors du coup, et ben, aujourd'hui de quoi on va parler? Vous l'avez déjà vu, vous avez vu, le titre de l'épisode j'imagine. On va parler de l'évolution du leadership au travers de la croissance d'une société. Vous le savez dans ce podcast, le Human Factor, on fait, très attention à essayer d'ouvrir le plus large possible, les aspects, vraiment people. Et le leadership, bah, c'est un sujet, people très important parce que, ça a un pied, j'allais dire dans l'organisationnel, ça a un pied, dans, les entreprises en évolution permanente parce que le leadership, de 0 à 1, de 1 à 10, de 10 à 100, c'est pas le même, c'est pas la même, les mêmes besoins, les mêmes choses. Ça a un rôle dans le recrutement et cetera et c'est pour ça que, aujourd'hui avec Guillaume, on va, parler, spécifiquement, de ça. On y va? On est parti? On est parti. Allez, bah, peut-être la première chose, que j'aimerais la première question que j'aimerais te poser, c'est parmi tous les sujets qu'on aurait pu aborder, parce que c'est vraiment la manière dont on construit, ces épisodes, qu'est-ce qui fait que, on ait atterri ensemble sur, le fait que c'est vraiment de ça dont on devait parler avant même de rentrer dans le 0 à 1 à 10, 10 à 100? Pourquoi est-ce que, le leadership et son évolution, c'est, quelque chose de crucial pour les entreprises en forte croissance selon toi? Ouais, tout à fait. Bah, je pense que c'est un sujet, qui m'est, important puisque ça fait partie de mon quotidien, puisque c'est la responsabilité numéro un du CEO, c'est de construire son équipe. Et qui dit construire son équipe, c'est, en premier lieu construire, son leadership team, et faire en sorte qu'il soit, au rendez-vous au fur et à mesure de la croissance de la boîte. Donc c'est pour ça que c'est un sujet très important, auquel on a été confronté et auquel on va continuer à être confronté évidemment, dont je suis très content de partager, les quelques leçons, ou les quelques, voilà, observations. Mmh. Alors, on va utiliser l'aspect chronologique, parce qu'on sait très bien que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des entreprises qui sont au tout début, des entreprises qui sont bien installées. Donc, l'idée, c'est vraiment avec Guillaume de reprendre, l'historique de Spendesk pour voir, l'impact qu'a le leadership sur la croissance de l'entreprise et comment est-ce qu'on structure les différents aspects, du leadership à chaque étape. Donc, on va utiliser une grille, qui est, quand même très partagée dans le milieu startup, qui est la grille 0,1 à 10, 10 à 100. Il y a deux manières de le voir. On peut le voir très pragmatiquement comme des millions d'euros d'ARR, hein, donc passer le premier million, puis 10, puis 100. On peut le voir de manière très symbolique, si vous n'êtes pas sur une logique d'ARR, de dire bah, le 0 à 1, c'est la phase dans laquelle on essaye d'atteindre le product market fit, on fait une première preuve de concept que ça marche et on pousse pour voir jusqu'où ça va. Le 1 à 10, c'est on passe à l'échelle, on ouvre un peu les vannes. Le 10 à 100, on scale massivement, potentiellement à l'international, etc., etc. Donc ça, c'est un peu pour la base. Donc commençons du tout début. Quand on est dans la phase de 0 à 1, la phase où on cherche son product market fit, où on construit vraiment les bases du produit, de la growth, etc., le leadership, déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est essentiellement entre les mains et dans la périmètre de responsabilité des founders, ou est-ce que ça va plus loin que ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Au début, c'est vraiment les founders, et éventuellement quelques premiers employés. Mais l'enjeu des founders, c'est de très vite s'entourer de premiers employés, qui vont être très, très bons dans leur vertical métier pour avoir un rôle pur de, individual contributeur pour permettre justement, et bien, d'arriver à cette première milestone d'1 000 000 d'ARR qui veut dire, en gros une centaine de clients, qui veut dire commencer à avoir un produit qui marche. Donc c'est vraiment un rôle très fonctionnel qu'on demande auprès des premiers employés. Donc je tendance à dire que oui, le leadership, c'est les founders. Après l'enjeu, c'est, de bâtir un collectif, autour des premiers employés, de les embarquer dans l'aventure et leur montrer le champ des possibles pour qu'eux-mêmes puissent être, le relais de leadership, sur la phase d'après. Mmh. Donc un founder,
pour bien remplir son rôle de leader dans cette phase de 0 à 1, selon toi, quelles devraient être déjà d'une part ses premières priorités, ses premières occupations, et d'autre part, qu'est-ce qu'il ou elle peut faire pour vraiment renforcer son leadership? Parce qu'on le sait, le leadership, c'est pas un talent, c'est un skill set qui se bosse en réalité. Donc, dans cette phase-là de 0 à 1, si on essaye d'écrire la belle histoire de la belle startup, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bah alors je pense qu'il y a pas de recette magique parce que ça dépend vraiment du secteur d'activité, de l'industrie, du produit que les founders veulent créer. Est-ce que c'est un marché qui est complètement disrupté ou pas? Est-ce qu'ils pensent, ils réfléchissent 5 ans en avance? Est-ce qu'ils sont soutenus par, des investisseurs ou pas? Ça dépend vraiment de l'histoire qu'ils veulent construire en termes de croissance et de soutien financier. Parce que la réalité du terrain, c'est que, mine de rien, ça reste une boîte, où à la fin, on doit payer des gens et on doit faire rentrer de l'argent. Donc il faut quand même, avoir ça en tête. Non, je pense que le plus important quand même, c'est, en tant que founder, c'est se poser, sur, l'ambition de la boîte, avoir une clarté sur l'ambition, ou essayer d'en donner un maximum, de l'ambition qu'on veut, se donner en termes plutôt de moyens, à savoir est-ce qu'on a une vue très claire sur là où on va parce qu'on fait, par exemple un copycat d'une boîte qui existe déjà sur un marché existant, donc on sait très bien ce qu'il faut faire. Et donc derrière, il faut juste juste c'est facile à dire, mais il faut exécuter, quoi. Ou alors, est-ce que, c'est beaucoup plus disruptif sur un product market fit pas évident, un produit nouveau, un besoin non qualifié, mais on sait qu'il y a quelque chose, on doit creuser. Auquel cas, la dynamique au début est forcément, un peu différente. Donc je pense que le plus important, c'est plutôt se poser, en tant que founder sur, rôle et responsabilités, comprendre, quels sont les besoins à 18 mois, quel est mon job en tant que founder, à 18 mois que personne d'autre peut faire, dans la boîte. C'est comme ça qu'on fonctionne avec Rodolphe, hein, en tant que CEO. Lui, c'est vraiment se dire: «OK, en tant que CEO, qu'est-ce que je dois faire que personne d'autre ne peut faire?» Et donc en fait, tous les autres trucs qui viennent dans ma to do parce que personne d'autre, n'est, responsable d'eux, néanmoins, est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un? C'est comme ça qu'est venu le rôle de chief of staff, c'est comme ça qu'après est venue la construction d'un CEO office. Et du coup, ouais, c'est un bon point. Chez Spendesk, dans cette phase de 0 à 1, donc c'est vraiment, comme ça que les choses se sont opérées. C'est-à-dire, tu avais, si on pour prendre l'exemple là de Rodolphe, un Rodolphe qui était, vraiment focus sur cette ambition, recruter les bonnes personnes, et dès maintenant, ça c'est important aussi, parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont pas forcément au clair là-dessus, hem, être dans une logique de déléguer le plus vite possible pour être, en train de se dire: «Bah, moi CEO, est-ce que je peux essayer de passer le plus possible de mon temps sur des choses que d'autres ne peuvent pas faire? C'est vraiment ça un peu le mantra à garder en tête. Ouais, ou surtout que seul moi peux faire. Oui, tout à fait, absolument. Et oui, alors après, moi, la phase de zero to one, je l'ai pas connue parce que je suis arrivé, juste après la série A, quand la boîte, elle faisait, à peu près 2 millions d'ARR. Mais néanmoins, à l'époque, vraiment l'équipe, c'était, les fondateurs, on avait, les premiers employés, qui, commençaient à recruter des personnes, dans les équipes produits, dans les équipes dev, dans les équipes sales, customer success, et commençaient à monter une équipe. Mais c'était vraiment le tout début pour eux de la construction d'une équipe. Ils ont fait vraiment toute la première phase seuls, en tant que contributeurs individuels dans leur vertical métier. L'enjeu des founders à cette époque-là, c'était de de créer la dynamique, de projeter les premiers employés dans un rôle, de manager, ce qui n'est pas évident, les accompagner, à monter des équipes et surtout en fait, créer un noyau solide ou une culture d'entreprise, des principes de travail forts qui les animent, qu'ils vont définir ensemble pour leur permettre derrière justement, de recruter les bonnes personnes et décentraliser au maximum la prise de décision et le recrutement. Faire en sorte que justement les fondateurs ne deviennent pas un goulot à la croissance. Mmh. Et alors on va passer, assez vite, aux phases de 1 à 10, de 10 à 100 où ça se complexifie, clairement. Mais, peut-être je pense aussi à toutes celles et ceux qui nous écoutent qui sont vraiment dans cette phase de 0 à 1, pour prendre un peu l'empreinte en creux, hem qu'est-ce qui ne devrait pas être, j'allais dire une occupation ou des éléments à commencer à regarder ou à garder en tête, pour, les leaders, d'une entreprise quand on est dans la phase de 0 à 1? Je te pose la question de manière, heu,
totalement, j'allais dire, un petit peu taquine, parce que je sais que dans les phases de 0 à 1, ce qui peut être très compliqué pour des founders, notamment des primos entrepreneurs, c'est le fait que il y a des bonnes pratiques en pagaille, mais que des fois c'est pas simple de faire le tri entre qu'est-ce qui s'applique pour une entreprise qui est déjà en train d'être bien lancée sur la trajectoire de l'hypercroissance et qu'est-ce qui s'applique à une entreprise qui est dans la phase de 0 à 1. Donc, dit autrement, dans la phase de 0 à 1, en termes de leadership au sens très large ou organisationnellement parlant, qu'est-ce qu'on fait pas parce que c'est trop tôt? Mine de rien, dans cette phase, il y a une demande à être très hands-on, ce qui est normal, parce que alors encore une fois, ça dépend aussi, des moyens, de la société, mais généralement parlant, les moyens sont quand même très limités. Donc on doit faire avec, les gens qui sont en place pour, accomplir les tâches, qui sont obligatoires pour, gérer une boîte. Donc vraiment le plus important, c'est, d'être vraiment, dans une mentalité, can do, main dans le cambouis, pour faire, et recruter des gens qui sont, très OK pour aller faire à la maille la plus granulaire, du taf. Ça, je pense que c'est essentiel, dans le recrutement des personnes. C'est pour ça que, voilà, ça c'est un truc à faire. C'est un truc que je pense que ça c'est et encore une fois, bon, il y a pas de recette magique, mais ça dépend vraiment de à quel point la personne, arrive à se projeter dans le temps et a une certitude sur, le fait que la boîte va vivre, à un horizon de 2 ans, 3 ans et qu'il sait qu'il peut déjà commencer à recruter quelqu'un qui sera efficace pour dans 18 mois. Donc ça, tant mieux, mais je pense que c'est pas la vérité de toutes les boîtes. Donc j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment réfléchir à avoir quelqu'un, recruter des gens qui peuvent faire le taf pour les 12-18 prochains mois, mais vraiment et qui peuvent faire le taf aussi dès maintenant. Mmh. Donc Donc oui, il très faut, hands-on. faut éviter donc en creux de soi-même se mettre dans une position hands-off ou de recruter des personnes hands-off. C'est assez important. Petite question sur l'organisationnel pur, mais qui, alors c'est pas du leadership, mais ça peut y contribuer. Euh, les colonnes vertébrales d'entreprise comme le set de valeurs, la culture, etc. Est-ce que dans la phase de 0 à 1, c'est le bon moment ou est-ce que c'est trop tôt, selon toi? Bah, je pense qu'en fait, au début, les fondateurs, ils se retrouvent aussi autour de principes de travail, qui fait qu'ils ont envie de travailler ensemble et ils ont envie de créer une société ensemble. Évidemment, la culture de l'entreprise, quand la boîte, heu, atteint des niveaux d'ARR, en dizaines de millions d'euros, et bien, il y a forcément beaucoup plus de gens dans la boîte et donc la culture, j'ai pas envie de dire qu'elle évolue, mais il faut peut-être remettre des mots, plus à l'ordre du jour, et qui seront différents de ceux qu'ils ont mis au début. Néanmoins, je pense que la culture d'entreprise, mais encore une fois, je pense culture, je pense qu'il faut l'entendre en principe de travail. Principe de qu'est-ce qui fait que les gens, ils ont envie de travailler ensemble, ils travaillent bien ensemble et quels sont les principes de travail qui fait qu'aujourd'hui, ils vont prendre la décision de telle ou telle manière, ils vont agir de telle ou telle manière, ils vont informer de telle ou telle manière. Et ça, je pense que ça se définit, ça s'élabore beaucoup plus dans la phase de zero to one avec, heu, voilà, un pool de personnes beaucoup plus important, 10-15 personnes, qui vont être le 1er noyau fondateur de la boîte. Et donc l'enjeu, c'est, voilà, faire des sessions de travail avec eux, mettre des mots dessus et pour pouvoir avoir une culture d'entreprise qui est non seulement partagée par les quelques fondateurs, mais aussi par un pool plus important d'employés. Ce qui sera quand même beaucoup plus fort pour pouvoir reléguer derrière et pour pouvoir aussi valider dans les process de recrutement que l'on recrute bien les bonnes personnes, des personnes qui s'adaptent à cette culture, et cetera. C'est important que les gens se sentent, ambassadeurs de cette culture. Donc cette phase de 1 à 10, évidemment, l'entreprise est en croissance, c'est un peu la base de la plupart des startups et qui dit croissance dit complexité, de l'organisation. Heu, Qu'est-ce qui se passe organisationnellement, dans une startup qui passe de 1 à 10? Parce que le 0 à 1, on en a parlé un peu, vue d'avion, le product market fit, les premiers clients et cetera, qui se manifestent par 1 million d'ARR ou autre, milestone du même genre. Le 1 à 10, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le leadership des fondateurs? Parce qu'on va voir que juste après, ça ouvre une autre porte qui est le leadership des autres, parce que ça va s'ouvrir un peu. Mais déjà, dans l'ordre, qu'est-ce qui va se passer organisationnellement dans une entreprise qui passe de 1 à 10? Et côté founder, ça se traduit comment? Ouais, tout à fait. Alors, bon, je mets quand même des laïus sur le fait que c'est pas une règle officielle, hein. C'est plutôt, des lectures que j'ai eues et que nous, on peut observer, chez Spendesk, mais
Mais encore une fois, ça dépend vraiment des modèles de boîte. Aujourd'hui, on assiste, pour donner un exemple, entre parenthèses, nous, Spendesk, on était historiquement très sales-led growth, c'est-à-dire un produit, on avait un besoin d'évangéliser les marchés, un produit en fait disruptif. Et donc, par nature, on a recruté beaucoup de sales pour pouvoir faire bien de la prospection, pour pouvoir évangéliser le marché, expliquer l'intérêt de cette solution pour un besoin existant, mais qui paraissait finalement très difficile à matcher en termes de solutions pour une équipe financière. Donc, nous, on est très sales-led growth. Qui dit sales-led growth dit recruter beaucoup de gens. Donc, dit avoir des organisations grandes, et donc qui dit aussi, en termes de management, avoir un skill set qui permet bien de gérer des grandes organisations. Je prends à l'inverse des boîtes qui sont plus product-led growth. Et bien, par nature, ça veut dire que le produit se suffit à lui-même, donc c'est plutôt recruter des équipes d'ingénieurs, et donc le skill set est différent, moins de sales. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vraies règles à proprement parler sur ces niveaux d'ARR, puisqu'il y a des très belles boîtes comme Expensify par exemple, une boîte américaine où ils sont 150 et ils font plus de 100 millions d'ARR. Et donc eux, ils n'ont pas été nécessairement confrontés à cette logique de, 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 de scale en termes d'organisation et donc les contraintes associées. Donc c'est pour ça que je mets vraiment entre parenthèses ça. Néanmoins, ce qui est important, c'est que alors nous, ce qu'on a vu, c'est que, en fait, tout simplement, sur la phase de 1 à 10, l'enjeu, c'est bien de faire grossir. C'est après la série A, en gros. L'enjeu, c'est montrer de la réplicabilité dans le modèle d'acquisition, être capable de construire des équipes qui permettent d'avoir une acquisition qui devient de plus en plus prédictible dans le temps, avec des patterns communs. C'était ça l'objectif. Donc qui dit ça, dit recruter des équipes commerciales, recruter des équipes revenus, de manière générale, marketing, customer success. On a aussi voulu investir dans le produit, et donc on a recruté des développeurs. Donc en fait, l'enjeu qu'on a à cette phase-là, c'est faire passer les premiers employés d'un rôle d'individual contributeur à un rôle de manager. Et donc, qui dit manager, c'est donc un rôle complètement différent. C'est pas parce qu'on est très bon sales qu'on est très bon manager. Par contre, je pense que pour être très bon manager, on a intérêt à être très bon sales. Mais là, on n'a pas une bijection, quoi. Et donc l'enjeu, en fait, c'est bien accompagner les premiers employés dans leur rôle de manager. Et qui dit manager, c'est quoi? C'est d'abord recruter les bonnes personnes, donc faire du recrutement, quelque chose auquel, selon l'expérience des personnes, c'est peut-être la première fois auquel ils sont confrontés. Recruter, onboarder, aider la personne à se développer dans son rôle, l'aider à être au maximum de sa performance, et derrière, promouvoir dans l'organisation, que ça soit pour une évolution du rôle, un nouveau rôle, une mobilité interne, etc. Donc c'est vraiment toute la roue, on va dire, du recrutement, de l'employé en fait, dans la vie de l'entreprise, auquel le manager est confronté. Donc ça, c'est quelque chose qui est forcément très difficile quand au début on n'y est pas on y est confronté pour la première fois. Et donc ça nécessite du coaching, de l'aide day-to-day des leaders de la boîte, en l'occurrence les fondateurs, pour permettre aux premiers employés, ou en tout cas aux employés du début, de pouvoir remplir ce rôle. Et donc ça, c'est aussi du coaching extérieur, de la curiosité naturelle de ces personnes pour pouvoir se renseigner, absorber du contenu pour comprendre comment mieux faire leur job. Et donc ça, c'est pas inné. Et la phase, et j'ai envie de dire que c'est encore plus difficile après sur la phase 10 à 100, parce que les organisations sont encore plus grosses, et la complexité en fait organisationnelle grossit beaucoup. Et donc en fait, naturellement, en tant que personne, il est très difficile de grossir à la même vitesse que le revenu en fait dans une organisation, et la complexité de l'organisation auquel on est confronté. C'est naturel, on ne peut pas augmenter son skill set encore plus managérialement à une vitesse exponentielle, quoi. Alors, on va reprendre la phase de 1 à 10 et on va passer au 10 à 100 après. Mais donc là, dans le 1 à 10, effectivement, petit rappel sur la vue d'avion de ce qui se passe dans l'organisation. Globalement, on a vu qu'il y a des choses qui marchent,
soit produit, soit côté revenu, soit les deux, soit, enfin, en tout cas, c'est des bonnes organisations. Et l'idée, c'est d'appuyer sur le champignon, sur ce qui marche, pour le faire très simplement. Ce qui va se Ouais. traduire mécaniquement par une croissance de l'organisation, soit côté growth, soit côté enfin revenu growth, ou soit côté produit, soit les deux. Enfin, encore une fois, ça dépend. Euh, Évidemment, j'y pensais parce que ça se transpirait dans ce que tu disais. Si vous n'avez pas lu Predictable Revenue, lisez-le. Hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais, C'est quand même des bonnes pratiques de tout à fait. Salesforce qui continuent de tout à fait très bien marcher, hein, je pense, pour la plupart des organisations de type startup si vous êtes côté revenu. Il y a un effet, j'allais dire, immédiat qui est le besoin d'accompagner des personnes en interne sur le rôle de manager, évidemment. Avant de rentrer là-dedans, j'aimerais revenir côté founder. Côté founder, quels deviennent les rôles et responsabilités du quotidien de cette phase-là? Alors, donc ça c'est côté founder. Encore une fois, on a deux tracks de manière générale dans une boîte. Ou bien on a un rôle d'individual contributeur. C'est très clair, on est quelqu'un qui est là pour contribuer sur des projets, dans une équipe. Ou bien on a des rôles plus de management. Le leadership, ça veut pas dire être manager. Avoir du leadership ou embarquer des gens, en fait, ce n'est pas associé à un rôle de management, ça c'est important. Et donc, le rôle des founders, à ce moment-là, et encore plus, j'ai envie de dire du CEO, c'est d'avoir une équipe de leadership euh, qui commence à être écrite un peu noir sur blanc et de l'embarquer euh, autour de la vision et de pouvoir, surtout en fait à ce moment-là où l'organisation grossit, mettre en place des méthodologies de travail pour pouvoir avoir un cap, définir un cap ensemble, être capable de cascader en différentes milestones, mettre en place des méthodologies pour être drivé par des objectifs, des key results. Dont nous, on utilise la méthodologie Docker, une méthodologie utilisée par Google. Donc l'enjeu en fait du leadership et en l'occurrence des founders, c'est de commencer à pouvoir driver la boîte par des objectifs quantifiables, mesurables, beaucoup plus clairs et pouvoir driver toutes les fonctions de l'organisation autour en fait d'objectifs communs. Donc l'enjeu, c'est au moment où l'équipe grossit, c'est d'être capable d'avoir une équipe de leadership alignée, qui travaille bien ensemble et qui a un objectif commun, plutôt que avoir une tendance à siloter l'organisation et à avoir en fait des alignements d'intérêts entre les fonctions qui vont être drivées par différentes choses, de la nature par la nature de leur job d'une part, et aussi peut-être par leur modèle d'incentive, leur façon de se reconnaître dans l'organisation, leur driver personnel. Donc l'enjeu, c'est vraiment créer la force du collectif et toujours faire travailler les gens pour l'intérêt de leur boîte, pour l'intérêt de la boîte en premier. Et donc driver tout le modèle de reconnaissance et des leaders vers ça. Très important. Et ouais, et c'est très important ce que tu dis parce qu'on retrouve, c'est je pense très intéressant d'avoir une version, très vue d'avion de tout ça. On retrouve les 2 côtés des responsabilités des founders qui sont à la fois du côté, allez, je vais dire au sens très large de la stratégie et de la vision, pas de la vision et de la stratégie, plutôt dans cet ordre-là. Et de l'autre part de l'organisation. Parce que quand on est une toute petite entreprise, j'allais dire, c'est essentiellement côté ambition, vision, stratégie que ça se joue. On essaye de comprendre comment on pénètre le marché, comment on apporte une réponse. On a quelques contributeurs individuels qu'on met en ordre de bataille pour faire en sorte que ça arrive, et soi-même, on est assez hands-on. Euh, Ce qui arrive, je pense, en tout cas moi je le lis comme tel, dans la phase de 1 à 10, c'est que ça continue. Enfin, il y a une logique de stratégie, de comment on y arrive, et ça se traduit par exemple sur les levées de fonds, enfin, comment on se donne les moyens de sa réussite, etc. Commence à y avoir une notion de design d'organisation qui est extrêmement importante, pour toutes les raisons que tu disais. Parce qu'il y a la question initiale de
Bon, bah, pour ce qu'on veut faire, si on se rend compte qu'on est très sales driven pour atteindre notre ambition, qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation? Bon, bah voilà, on va construire des équipes comme ci, comme ça, etc. Et il y a tous les effets de bord qu'il faut éviter. De se dire, bah, certes, construire chaque fonction de l'entreprise, c'est bien, mais si on met pas les efforts qu'il faut pour s'assurer que l'ambition, elle est connue par tous et qu'il y a pas un alignement des intérêts, on va créer des silos. Et donc, tout ça, ça fait partie des responsabilités également des founders. Pour aller un cran plus loin, question très pragmatique, la fameuse leadership team, qui est en fait Codir, Comex, Exco, enfin globalement, on va dire des key people qui viennent rejoindre les founders pour driver l'entreprise. Est-ce que la phase de 1 à 10 est le bon moment pour commencer à mettre ça en place ou c'est un peu tôt et c'est sur la phase d'après qu'il faut vraiment l'officialiser clairement? Sachant que quand je dis il faut, évidemment, on va redire le disclaimer depuis le début, il n'y a pas de recette magique, mais de ton avis, quelle est ta position sur le sujet plutôt? Ouais, alors c'est pas parce que l'équipe n'est pas celle qui va être. C'est pas parce que l'équipe va changer dans 12 mois ou dans 18 mois, et si on le sait avec certitude, qu'il faut pas mettre en place une équipe de leadership quand même. Euh, c'est hyper important pour une boîte d'avoir une équipe de leadership quoi qu'il arrive, avec des gens qui travaillent bien ensemble, très alignés, et en tout cas, c'est même essentiel pour être sûr que derrière l'organisation et les personnes qui gèrent des fonctions soient bien à bord, bien intéressées, bien embarquées dans la boîte. Donc, néanmoins, je pense que le plus important, c'est plutôt, en tant que CEO ou fondateur, c'est d'avoir des attentes très, très claires, et être très clair sur le job à faire, de la part des membres de cette leadership team. Être très clair sur les attentes qu'eux ont envers ces personnes, sur les 12-18 prochains mois. Et ça, c'est hyper important de pouvoir, eh bien, donner du focus à l'organisation et à ses leaders. C'est pas parce que oui, peut-être qu'il va falloir recruter quelqu'un, à un moment dans 18 mois, pour faire le job, qu'il faut pas, accompagner la personne en place, lui mettre des attentes, être très clair avec elle. En revanche, faut pas lui promettre le job. Faut pas être en mode en fait, l'enjeu, c'est que ces personnes qui sont dans ta team, hem, ils connaissent super bien la boîte, ils ont une connaissance profonde du business, de la boîte. Donc en fait, en tant que CEO, tu as aucun intérêt à ce que ces personnes, eh bien, ne soient pas valorisées telles qu'elles méritent de l'être. Et il faut les embarquer dans l'histoire de la boîte et le fait que oui, à un moment, il va falloir probablement recruter d'autres gens. On va se donner les moyens de le faire, on va se donner les moyens d'emmener au rôle d'après, mais à un moment, l'enjeu, c'est que les personnes, eh bien, comprennent, s'il faut recruter d'autres gens et qu'elles soient moteurs, dans, eh bien, le recrutement de ces personnes plus expérimentées qui vont venir renforcer le leadership. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment accompagner la leadership team en place pour qu'elle arrive à finalement, hem, mettre son individu, heu, eh bien, au-delà de son rôle, et réfléchir à qu'est-ce qui est bien pour la boîte aujourd'hui, ou plutôt demain. Donc oui, un grand oui, il faut du leadership dans la boîte. Donc oui, il faut bâtir un leadership team d'entrée de jeu. L'important, c'est dans les attentes qu'on met et dans, les rôles et responsabilités. Il faut être très clair vis-à-vis de ça. Alors, un des dangers, c'est, les titles. Ça, c'est un vrai danger parce qu'aujourd'hui, il y a enfin, en tout cas, moi, je note des vrais, pas des abus, mais en tout cas, la notion de C, de VP, et cetera, je pense qu'elle est fait, peu de sens. Parfois, c'est un intérêt très individuel où les gens se sentent reconnus par ces titres, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire, C, VP, director, dans une boîte où il y a 20 personnes, versus, chez Microsoft, quoi? Et donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il y a un article qui était très bien de Jessica Yuen qui était Head of People chez Gusto, qui expliquait que, le jour où ils ont le CTO en fait à un moment s'était dit: «En fait, pourquoi moi je m'appelle CTO? On peut m'enlever ce nom, enfin je j'ai pas besoin d'avoir un titre pour expliquer ce que je vaux entre guillemets et qui je suis». Et ils ont mis en place une politique de no title et ils se sont rendus compte qu'en fait, ça permettait de recruter beaucoup plus de gens. Il y avait beaucoup plus de gens qui postulaient parce que les gens, du coup, ils n'avaient pas une vue sur une orga assez cloisonnée où ils se disaient: «Oh, les gros jobs sont déjà pris». Et donc il y avait plein de très bons candidats qui postulaient. Et en plus, voilà, ils ont créé une dynamique, low ego, quoi, où en fait, heu, bah, ça veut pas dire une organisation flat, mais en gros, ils ont mis un sens sur les rôles, quoi. Et aujourd'hui, si on parle du track management, le track management, c'est,
team lead, manager, senior manager, director, VP, SVP, C, quoi. Et donc, c'est plein de milestones différentes. Donc c'est ça qui est très important aussi, de veiller à ne pas mettre trop d'attentes sur les titles, très tôt, parce que ça peut créer de la confusion et le jour où la personne en place, eh bien, doit être accompagnée par quelqu'un pour aller plus fort et plus loin. Parce qu'en fait, le CEO, lui dit: «Bah, aujourd'hui, malheureusement, moi, dans mon rôle de CEO, je peux pas t'emmener plus loin parce que déjà d'une, je sais pas le faire. Moi, en tant que CEO, je suis pas CRO, donc je sais pas le faire hem et deuxièmement, voilà, il faut trouver quelqu'un. Donc ça peut amener à des discussions, un peu, compliquées. Je vous renvoie au très bon épisode qu'on a enregistré avec Eric de Decathlon sur les job titles spécifiquement, pour aller en profondeur sur cette question. Mais il y a quelque chose que j'ai noté dans ce que tu as dit et sur lequel j'aimerais bien avoir pareil ton avis, ton expérience. Euh, une boîte qui grandit sur la partie leadership va très vite se poser la question de les rôles que je dois remplir, qui correspondent effectivement, c'est pas des titres, mais à des intentions de l'entreprise. Essentiellement, il y a deux cas de figure. Soit on fait monter en compétence quelqu'un de l'interne pour lui donner cette responsabilité-là, soit on va chercher quelqu'un de l'externe. C'est quoi ton avis sur la question? Je sais qu'il n'y a pas de recette magique, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de une position, c'est une position et on devrait toujours regarder en interne s'il y a quelqu'un qui serait en capacité de le prendre avec le bon accompagnement et seulement si on peut pas, on va chercher à l'extérieur. Est-ce qu'il faut essayer d'avoir un équilibre pour apporter du sang neuf à une entreprise et pas rester en entre-soi? Enfin, de ce que tu as observé, c'est quoi les effets de bord à éviter et du coup une zone dans laquelle se positionner? Ouais, bon, bah, ça fait partie du rôle du CEO. Pour moi, le CEO, son objectif, en fait, c'est, d'avoir une vue, une compréhension, des rôles et responsabilités qu'il doit remplir pour qui il doit y avoir des gens, dans l'organisation. Et hem et donc en fait, son enjeu, c'est de ne pas être la tête dans le guidon, à avoir sa boîte, juste en interne avec les gens, parce qu'il y a forcément des gens très brillants et oui, il faut promouvoir les gens et il faut les accompagner au job d'après. Néanmoins, ce qui est hyper important, c'est que lui, d'un œil extérieur, il puisse parler à d'autres CEO d'autres boîtes. Il puisse rencontrer, des gens, qui ont, ces titres, qui sont connus pour, avoir, géré des organisations produits, des organisations tech. Ils ont faire ce qu'on appelle de la calibration, c'est-à-dire rencontrer des gens, hem, qui, sont, reconnus ou qui ont un bon track record ou qui sont, ou à qui ils sont introduits, pour comprendre ce qu'ils font, et comprendre en fait ce que ces personnes pourraient apporter à l'organisation, pour être capable en fait de calibrer, en fait. C'est vraiment un enjeu de calibration. C'est comprendre, ce dont l'organisation a besoin dans les 12 à 18 prochains mois. Et c'est là où en fait le CEO, eh bien, en faisant ce travail, peut comprendre si oui, OK, les personnes que j'ai en place, et ben, en fait, il va falloir qu'on les emmène un peu plus loin, au cran du dessus, 1 cran, 2 crans au-dessus. Et oui, ils sont capables de le faire, ils sont en mesure de le faire et oui, je vais faire en sorte qu'ils puissent avoir l'accompagnement pour le faire. Super. À un moment, selon les challenges de la boîte, peut-être qu'on se rend compte qu'en fait, ah, là, sur ce goulot-là, sur cette partie de l'organisation, en fait, je comprends que c'est pas 1 cran, 2 crans au-dessus, mais c'est vraiment 4, 5 crans qui sont obligatoires et aujourd'hui, l'organisation, malheureusement, c'est trop dur en coaching, trop long et c'est trop urgent de staffer, donc il va falloir que je staffe. Hem, voilà, donc il y a pas de recette magique. Oui, il faut toujours, enfin, en tout cas, un CEO, je pense, a toujours intérêt à faire en sorte que ses leaders en place, puissent, se développer le plus possible. Néanmoins, parfois, bah, voilà, quand c'est l'Everest, c'est l'Everest, quoi. J'aime bien, c'est pragmatique, c'est plein de bon sens. Mais non, mais en fait, ça me fait penser à quelque chose. J'ai plusieurs personnes en tête avec qui on a fait des coachings sur des sujets de ce genre. Et évidemment, sur le terrain, c'est beaucoup plus le bazar que ça, hein, évidemment. Mais sur cette question, par exemple, des job titles, de l'évolution, de la montée en leadership de certaines personnes ou d'aller rechercher à l'extérieur, il y a quelque chose que vous devez garder en tête si vous êtes côté founder ou côté chief people officer, c'est que euh, globalement, les personnes aux positions clés doivent servir à dérouler une roadmap ou bien atteindre une ambition, certains objectifs, etc. Enfin, c'est dans ce sens-là que ça se passe. Et garder en tête, et ça c'est un peu toute la
difficulté de l'exercice, qu'à l'autre bout du spectre, quelqu'un qui est en place, qui est salarié, lui va ou elle va penser dans l'autre sens, va se dire c'est quoi la marche d'après. Mais vous ne pouvez pas construire la marche d'après de chaque personne de votre entreprise et de définir votre organisation par rapport à ça. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut arriver à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs et voir si ces positions-là peuvent être potentiellement ouvertes à des personnes en interne. Et c'est ce qui veut dire aussi que dans certains cas de figure, vous allez avoir des personnes qui sont relativement frustrées, avoir l'impression qu'il n'y a pas d'évolution possible. Mais comme tu le disais, et je pense qu'on l'a vu pareil avec Eric de Decathlon, plus vous avez de job title, plus vous renforcez cette ambiguïté, alors que la réalité est peut-être plus claire quand c'est une question de responsabilité à pourvoir. J'imagine que ça serait très différent sur une discussion d'évolution de poste, de dire ah bah ouais, non, je pense que je peux être head of whatever, que de dire ok, donc là, est-ce que tu penses que tu peux faire x5 sur ta partie de la RR, sur ton canal d'acquisition? Non, bah du coup malheureusement on va être obligé de prendre quelqu'un de l'extérieur qui lui l'a déjà fait. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, ouais. Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Et la complexité aussi, c'est que les gens travaillent souvent beaucoup et ils sont par nature très focus sur ce qu'ils font. Et donc c'est très difficile aussi parfois de pouvoir prendre du recul, pouvoir prendre du temps pour prendre du recul justement et comprendre les enjeux de l'organisation à un horizon 12 mois, 18 mois et commencer à comprendre en fait qu'est-ce qu'on ne sait pas. C'est vraiment chez Spendesk, je pense qu'une force qu'on a grâce à Rodolphe qui l'a inspiré dès le début, c'est que on est très clair sur le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, du coup, on a un enjeu à aller se documenter à droite à gauche, être très curieux sur OK, qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on va devoir résoudre. Ce qui fait aussi que les premiers employés ont des responsabilités très importantes dans l'organisation parce qu'ils se sont nourris de ça et ça leur a permis de se développer très fortement dans leur rôle. C'est quelque chose de remarquable. Donc ouais, je suis très d'accord avec ça. Et après, je pense qu'en effet, c'est sur le CEO, ou en tout cas le leader en place, à tous les étages, de clarifier les attentes sur le focus, ce dont, ce qui doit être une zone de focus pour les managers de la boîte s'ils veulent se développer. Et que, en effet, les gens, ils n'ont pas toutes les réponses. Faut pas attendre de son manager d'avoir forcément toutes les réponses. L'enjeu du manager, c'est aider justement ses autres managers dans son équipe à passer du temps pour comprendre c'est quoi la marche d'après, de trouver les moyens de se développer, etc. Dans une organisation en hypercroissance comme Spendesk, nos managers n'ont pas toutes les réponses. Hmm. Donc ça, c'est le 1 à 10. Petit résumé rapide. Quand on est côté founder, on continue de se concentrer sur la partie vraiment ambition, stratégie. On fait en sorte que ça arrive et on est très attentif au design de l'organisation parce que l'organisation est en train de se construire. De 0 à 15 personnes, peut-être qu'on était vaguement une équipe de rugby, mais maintenant, on est obligé de construire quelque chose. Et si vous ne le construisez pas, malheureusement, ça va se construire tout seul et probablement pas bien parce que c'est assez compliqué de designer correctement une organisation, donc d'éviter les silos, etc. On fait monter en compétences des contributeurs et contributrices individuelles qui peuvent prendre certains postes de leadership. Et si c'est pas possible, on va les chercher à l'extérieur. Et chemin faisant, tout en structurant la leadership team, quitte à ce qu'elle évolue plus tard, on commence à être arrivé de 1 à 10. Alors de 10 à 100, qu'est-ce qui se passe mon cher Guillaume, comment ça évolue? Parce qu'on pourrait dire, bah, c'est la suite de la même chose, mais c'est pas exactement ça. Ouais, bah en effet, de 10 à 100, aussi ce qui est intéressant, c'est les types de profils. C'est-à-dire que on a aussi des profils très curieux, qui ont envie de craquer des choses, qui sont très dans le build, pour mettre en place en fait la structure, qui sont pas forcément intéressés derrière par on va dire le running job. Euh, et donc de 10 à 100, enfin l'enjeu c'est vraiment de scaler un modèle qui marche. Et donc en fait, c'est vraiment une approche beaucoup plus rouleau compresseur, où on a besoin d'avoir des gens qui savent faire le job, mais vraiment qui font que ça, quoi. Qui vont pas être dans une approche de build en plus, d'aller tester des nouveaux trucs, etc. Donc on a besoin de gens qui sont top performers dans leur job, de manager des sales, par exemple, ou manager des équipes de développeurs. Donc, euh, donc ce qui change, c'est quoi? C'est qu'on a besoin beaucoup plus d'expérience souvent pour pouvoir appréhender des volumes plus importants, des équipes plus importantes. Alors nous, on est en plein dedans, donc je peux pas dire que je la connais vraiment bien encore, Vous appréhendez, mais vous êtes dedans, vous testez.
Ouais, on est dedans. Bah, du coup, l'enjeu, en fait, c'est d'apporter beaucoup on va dire, je sais pas si c'est forcément du calme, mais de la sérénité, du contrôle, ou plutôt vraiment je sais comment ça marche, je sais comment on doit faire maintenant. Beaucoup plus de sérénité, en fait, dans les organisations, pour que les gens puissent se focus, bien faire leur job. On tend beaucoup plus dans une approche où voilà, ça devient une boîte où ça déroule, quoi. Et donc on a besoin d'avoir, eh bien, des personnes qui ont plus d'expérience dans le job, qui savent faire, en fait, de recruter beaucoup plus de gens à des niveaux dits director, VP. Donc ça, c'est des niveaux de personnes qui ont une expertise généralement, ils ont 10-15 ans d'expérience. Et donc en fait, voilà, c'est vraiment cette nouvelle phase d'organisation, un leadership plus structuré, euh, voilà, avec un skill set, comment dire, établi, quoi. Donc nous, on est dedans. Alors, qu'est-ce que je... les seules choses que je peux dire, c'est qu'en fait, l'organisation, elle vit quand même. L'hypercroissance, c'est quand même difficile pour une organisation. Ça grossit vite, il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'orga. Et puis aussi, en fait, les managers, ils sont confrontés après, au bout de 12 mois, 18 mois, ça se raccourcit beaucoup plus maintenant avec des générations qui sont plus en quête de changement et qui ne vont pas passer autant de temps dans des boîtes comme ça pouvait être le cas génération de mes parents, par exemple. Donc du coup, il y a beaucoup plus d'enjeux à ce que en fait la roue de l'employé, c'est-à-dire en fait vraiment recrutement, onboarding, je performe dans mon job, j'ai besoin de reconnaissance, et ben, elle va beaucoup plus vite. Et donc du coup, il y a un enjeu à réengager de façon très régulière les gens et re-recruter. Et ça, c'est une phase ça, c'est quelque chose de difficile, qui je pense est encore plus difficile pour un manager que de recruter au début. Parce que la personne a un passif, a vécu dans la boîte depuis 12 mois, 18 mois. Et donc ça, je pense que ça nécessite un skill set et ben, encore plus important. Enfin voilà, un nouveau skill set pour le manager. Et ça vient aussi avec l'expérience, avec des gens qui l'ont déjà vécu. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que maintenant, voilà, l'enjeu, c'est eh bien, de pouvoir ajouter de l'expertise euh, managériale dans la boîte, mais toujours avec un mindset growth, quoi. Je sais pas si c'est très Il- clair. c'est Mais en fait, encore. voilà, nous, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est qu'on a des zones de l'organisation où on recrute des gens qui savent faire le job et, euh, et en fait, bah, c'est pas que ça soulage, mais on se dit, mais évidemment, quoi. Enfin, i- évidemment, et heureusement que ces gens sont là. Et même parfois, on se dit, on aurait peut-être dû les ramener plus tôt. Mais bon. Je vais être un tout petit peu provoque et je grossis le trait, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire et partager un peu mon avis sur le sujet, je pense que la phase de 10 à 100, elle est souvent assez compliquée pour une start-up ou une scale-up, enfin, en tout cas une boîte en forte croissance, parce qu'on pense que c'est un peu la suite du 1 à 10 et que c'est les mêmes outils. Comme tu l'as dit, c'est très différent. Et en réalité, j'ai utilisé un gros mot, mais pour moi, la phase de 10 à 100, c'est le premier kilomètre où une startup se transforme en grand groupe, ou plus ou moins. Ou en tout cas commence à avoir des routines de grands groupes. Ça ne veut pas dire que la croissance est terminée, mais dans les grands groupes non plus, hein. Quand on est dans le CAC 40, on continue d'essayer de croître. C'est juste qu'on croit pas, on fait pas x6 tous les quelques années ou quelques mois. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, et tu as raison, enfin, en tout cas, je suis d'accord, c'est qu'on passe de beaucoup de build à beaucoup de run. Dans les hautes sphères entre guillemets du top management, on passe de quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration ou de la conquête à de la gestion.
même si ça reste de la croissance, on gère une croissance qui est tenable, et les sujets organisationnels dont on a parlé vont se multiplier. Il faut apporter de la sérénité. Enfin, je vais pas dire ça ronronne parce que c'est pas du tout le cas, mais on rentre dans un cycle de vie où, entre guillemets, on se rapproche un peu me semble-t-il, des grands groupes. Et ça peut être très étonnant parce que tout le monde s'est un peu habitué à se mettre dans un mindset souvent un peu guerrier au sens positif de start-up. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu différent. Donc, tu as raison. Peut-être que s'y préparer les skill sets de l'extérieur peut être utile aussi dans cette phase-là. Il y a un point que j'aimerais qu'on Ouais, aborde ensemble. Ouais, vas-y. Tu voulais réagir à ça ou c'est le point non, pour ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, je pense que ça, ce dont tu parles, c'est un vrai risque. En fait, pour moi, c'est un peu fail si ça se passe comme ça. Parce que du coup, c'est pas du tout. En fait, c'est vraiment perdre la dynamique que les gens étaient venus chercher au début. Et en tout cas, je trouve que c'est aussi perdre la dynamique qui a fait le succès de la boîte jusqu'à ce moment-là. Et donc, en fait, si on tend vers une boîte très process, très grand groupe tel que tu l'as décrit, bah, je pense que ça marchera pas. Je pense que tout l'enjeu, justement, et c'est là où la culture, ou en tout cas, on va dire, les operating principles sont importants, c'est de permettre justement de garder la vélocité du début et bien à cette phase dans toutes les équipes de l'organisation pour justement et bien pouvoir garder en fait c'est vraiment une force hein, pour l'organisation de pouvoir travailler très vite et ne pas tomber dans le côté corporate que tu évoques. Donc en fait, euh, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut pas tendre et on s'efforce de ne pas le faire et en tout cas, enfin, c'est vraiment pas notre ADN en fait. Et il y a plein de boîtes qui ont très bien réussi comme ça, hein. Moi, je pense à des boîtes comme Stripe, des boîtes comme Airbnb, comme Facebook et tout. Enfin, bon, après, oui, alors maintenant, c'est des grands groupes. Facebook, c'est peut-être plus de 50 000 personnes, donc les gens, ils viennent forcément chercher la même chose. Mais néanmoins, pour les phases où ils étaient 350 comme nous, où ils sont montés à 1000, 2000, 10 000, en aucun cas, ils étaient associés à un groupe du CAC 40. Donc non, je pense que ça part vraiment de la leadership, les principes fondateurs, comment ils veulent donner de la décentralisation dans le pouvoir de décision, comment ils veulent équiper les gens. Euh, pour en faire les groupes qui sont devenus aujourd'hui. Donc non, ça c'est un vrai risque. Je pense que ça c'est un risque. C'est plutôt un risque aussi. On se met dans une approche contrôle fric. On est plus innovant. On fait ce qu'on veut. Mais là, on tend vraiment dans une démarche plus PME traditionnelle, qui fait une croissance moins forte. Donc en fait, c'est aussi quelque chose qui peut se faire, hein, mais c'est plus la même histoire. Hmm. Je pense que c'est toujours C'est- possible c'est- d'écrire la même histoire. Ce qui est Il faut intéressant dans ce juste que tu l'adapter dis, à leur gars et donner la bonne boîte à outils, quoi. c'est les exemples que tu donnes, Stripe, Facebook. Bon, Facebook, c'est un peu très gros. Meta, maintenant, faut pas oublier. Euh, c'est intéressant parce que ce que tu décris est très juste, évidemment. C'est la question de, OK, peut-être qu'on va avoir des similarités avec des entreprises plus grandes qui est enfin, plus de run que de build, en tout cas sur certaines zones. Bah, il y a toujours de l'innovation, des choses à faire. Enfin, des boîtes comme Stripe ou Facebook, ça reste pas immobile du tout, loin de là. Mais pour autant, il y a une question de l'ADN. Et c'est l'ADN, entre guillemets, très véloce, très intense, qu'il faut pas perdre en cours de route et pas tomber dans le rond, quoi. C'est ça que je comprends dans ce que tu me dis. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'est ce que les premiers employés étaient venus chercher. C'est quelque chose qui est forcément très fort dans leur ADN. Euh, alors, ça veut pas dire qu'il faut rester comme ça tout le temps, hein, je dis, mais en tout cas, je pense que c'est possible, ouais. Il y a plein d'exemples qui montrent que c'était Mm. possible. Et donc ouais, le point que je voulais aborder avec toi pour finir, c'est ce qui est ressorti en filigrane dans notre échange, qu'on a un petit brièvement abordé, c'est la question de la progression. Quand on est CEO, on doit sans cesse se développer. Quand on est dans les premières personnes qui sont appelées à être des leaders, on doit progresser aussi. Et il y a une espèce de course contre la boîte où le Mhm. but du jeu, c'est d'essayer de grandir aussi vite que la boîte, quelle que soit sa place dans l'organisation. Il y a des moments où c'est plus possible, on va chercher à l'extérieur, et ça arrive, et ça peut arriver même aux founders, hein, pour le coup, soyons très clairs là-dessus. C'est quoi les outils pour grandir? Tu en as parlé de quelques-uns, hein, enfin, nous, c'est évidemment tout ce qui nous intéresse le plus chez Yaniro, mais tu as parlé du fait d'aller benchmarker, d'aller calibrer en allant regarder ce qui se passe ailleurs, mais dans l'ensemble de la boîte à outils, que ce soit pour des founders, des CEO ou des managers en startup, qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir aussi vite que la boîte selon toi? Qu'est-ce qui marche?
Ouais, bah, déjà dans un premier temps, je pense que c'est important, en tant que CEO d'être, de très bien se connaître, de savoir déjà pourquoi on fait ça, l'énergie qu'on veut y mettre, d'être vraiment très clair sur, bah, voilà, l'effort qu'on veut mettre dans cette boîte, l'ambition, c'est quoi mes grands principes de travail, et du coup être très clair sur qui je suis, quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes zones d'appétence, mes zones qui me demandent beaucoup d'énergie, celles qui m'en demandent moins, celles où je me sens bien, et cetera. Pour derrière, eh bien, hem, comprendre aussi, c'est quoi le rôle d'un CEO. Avoir voilà, écrire ça noir sur blanc et pour ça, il faut parler à des gens qui l'ont été, ou qui le sont, parler à des investisseurs, et pour vraiment comprendre c'est quoi mon rôle et derrière, bah, voilà, du coup se dire: «OK, bah, je sais que moi je dois aller là, aujourd'hui c'est ça mes forces, mes faiblesses, comment je me développe là-dessus?» Donc il y a du coaching évidemment. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels bah, voilà, ça me prend trop d'énergie, je vais pas le faire parce qu'en fait je sais que je vais pas y arriver, ou en fait je sais qu'il y a des gens qui vont être vraiment meilleurs que moi et finalement, oui, c'est bien que ce soit le CEO, mais peut-être que ça peut être un autre founder qui le fait, voilà. Donc comme ça, on peut se répartir les tâches, parce que la founding team, c'est aussi ça l'objectif. Donc c'est vraiment CEO, slash, fondateur de la boîte, quoi et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, de toujours avoir en tête, et le danger, c'est dans le quotidien, c'est de tomber vraiment, bah, vraiment dans le quotidien et un peu, l'autruche qui a la tête dans le sable et de plus voir en fait quel c'est son rôle et tomber dans du très tactique et finalement devenir un rôle presque d'IC dans la boîte parce qu'il faut patcher, voilà, il y a des enjeux court terme, et cetera. Donc ça se développe. Ça se développe avec du coaching, je sais plus, rappelle-moi, quel était le 2 partie de ta question? Ouais, donc ça, typiquement, c'est côté, founder, CEO et pour ces managers, je suis, CEO, je suis founder, je suis, chief people officer et j'ai envie de donner, à différents key people de la boîte les meilleures chances de grandir aussi vite que la boîte. Donc bon, le coaching, et enfin tout ce que je viens de dire pour un founder, un CEO, ça marche aussi à échelle, hein. Je pense que les groupes de pairs, rencontrer des, head of growth ou assimilés, ou head of Ouais. product, c'est toujours intéressant. Mais est-ce qu'il y a d'autres points qui, sont des outils dans la boîte à outils pour aider justement la couche leadership de la boîte. Ouais. Bon, il y a plein d'outils RH, qui permettent d'avoir une bonne conscience de qui on est, de ses forces, de comment on est perçu par l'organisation, et donc par ses employés. Je pense à des 360, feedback, je pense à des outils comme le DISC, ProcessCom, et cetera. Donc ça, c'est bien pour comprendre un peu, enfin pour comprendre qui on est et comment on travaille. Hem, je pense que c'est faut je pense qu'il faut avoir une vue claire sur, qu'est-ce qui est attendu de moi, aujourd'hui, dans les 12 prochains mois, dans les 18 prochains mois et si, son manager, ne sait pas trop le faire, ne sait pas trop le dire, bah, il faut rencontrer des gens à l'extérieur, lire, beaucoup lire, écouter, des podcasts, c'est que comme ça qu'on pourra apprendre. Voilà et après du coaching, bah, oui, c'est bien du coaching. Il y a des coachs. Bon après le truc, c'est que c'est un certain coût et cetera, donc c'est pas forcément quelque chose que la boîte peut financer. Mais oui, il y a des coachs, bien sûr, bien sûr. Après le, un très bon premier coaching, c'est, de beaucoup lire, à droite à gauche, quoi Oui, tout à fait. Je ne vais pas faire l'apologie et de demander du Yaniro feedback. ici, mais Demander du feedback aussi. Ça, c'est important. C'est vraiment aussi avoir cette approche, ou demander du feedback, sur soi, c'est quelque chose qui peut être enfin, qui est forcément très constructif, qui est parfois pas assez fait. yes, tout à fait. Et j'allais dire, les livres, ça coûte pas cher, donc lisez. Tout à fait. Écoute, on va passer tranquillement à la fin de l'interview, mon cher Guillaume. 1re question pour, prolonger potentiellement pour celles et ceux qui nous écoutent. Où est-ce qu'on te retrouve? Si on veut engager la conversation avec toi, c'est quoi le meilleur canal? LinkedIn, c'est parfait. LinkedIn, on te retrouve là-bas et donc tu répondras si c'est possible, j'imagine. On Je ferai mon parlait possible. on parlait des livres, podcasts, blogs, ressources en général. Est-ce que tu en as un à recommander aux auditeurs et auditrices? Bah, ouais, pour les CEO, bon, c'est quelque chose d'assez commun, mais c'est, The Hard Things About Hard Things qui est très bien, heu, qui, heu, qui raconte, la vie d'un leadership team, et de comment le construire et c'est quelque chose qui, m'a fait beaucoup écho chez Spendesk. Mmh. J'en profite, je le dis à chaque fois, mais c'est, vraiment ce que je pense. Hem
quand on vous a recommandé, enfin, ou nous, ou d'autres, hein, un bouquin 20 fois et que vous l'avez pas lu, arrêtez et lisez-le, quoi. C'est pas un hasard si c'est toujours les mêmes bouquins qui reviennent. Je pense à Hard Things About Hard Things, je pense à Reinventing Organizations, je pense à Radical Candor, enfin des bouquins comme ça, s'ils ressortent beaucoup, c'est souvent qu'ils sont assez structurants, je pense. En tout cas, c'est des bons soutiens. Et enfin, tu connais notre tradition dans ce podcast. À qui est-ce que tu souhaiterais passer le micro pour un prochain épisode du podcast? Est-ce qu'il y a un RH ou une RH de startup qui t'impressionne énormément, que tu aimerais entendre dans un épisode du podcast de Yaniro? Ouais, tout à fait. Bah, je pense à Charles Guillemet qui est, quelqu'un que je connais bien, qui travaillait chez Gusto aux US et il a une très belle expérience à raconter puisqu'il a monté l'équipe recrutement, il a géré le recrutement de chez Gusto, qui a grossi très, très fortement. Et donc il a une très, très belle expérience. Il a été coach chez Spendesk pour nous aider à monter l'équipe recrutement. Il est passé ensuite chez Neuralink, débauché par Elon Musk et il est aujourd'hui chez Facebook. Donc c'est vraiment un expert, recrutement que je recommande. Eh bien, écoute, Charles, dans le cas où tu as le temps et l'envie pour un futur épisode de ce podcast, tu es le bienvenu, recommandé par Guillaume. Donc, on sera ravis de t'accueillir les bras ouverts. En tout cas, Guillaume, moi, je te remercie beaucoup pour ce petit tour d'horizon sur le leadership et pour ton temps. Et puis, enfin, le meilleur pour la suite de Spendesk. Et puis, au plaisir d'un futur épisode, peut-être dans quelques temps sur autre chose. En tous les cas, merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi.